Bonjour et bienvenue au podcast À l'écoute de l'immobilier. Aujourd'hui, on inverse les rôles et c'est moi qui me fais poser des questions par mon associé Charles-Antoine Latour. Salut Charles-Antoine. Bonjour Anthony, comment ça va? Très bien, toi? Ça va bien, merci. Ok, vas-y. Donc, je te passe la POC. Let's go. On va faire comme fidèle à ton habitude, quelques questions à rafale pour bien partir ça. OK. Donc, achat ou vente? Les deux ensemble. Les deux ensemble. Achat et vente OK. dans la même transaction. Super. Résidentiel ou commercial? Résidentiel. Résidentiel. Oui. Maison neuve, maison usagée? Usagé. Usagée, super. Dossier plus complexe avec des complications ou dossier qui est facile? Dossier plus facile. Plus facile. Ah oui. On Mais aime on tout crache en pas plus. sur les complications. Ça rajoute de la couleur à nos journées. Effectivement. Et puis, cold call ou porte-à-porte? Cold call. Cold call, on va Ouais, t'as mieux cold ça. call. Mais je dirais pas cold, warm call. OK, je comprends. Ouais, warm call. Quand tu Ouais. fais du cold call, en fait, c'est que tu n'as aucune raison de l'appeler. Tu fais juste dire oui, bonjour, cherchez-vous à vendre votre maison. Warm call, c'est que tu prends des propriétés qui sont vendues sur la rue récemment, puis tu les approches en leur donnant de l'information aussi. Fait que ça, c'est pas nécessairement du cold call, warm call, mais c'est. J'irais là-dedans. OK, super. Super intéressant. Donc, on va tout de suite partir avec les questions que j'ai préparées juste pour toi. Good. Pourquoi le courtage immobilier? C'est Pourquoi quoi le courtage immobilier? Pourquoi le courtage immobilier? C'est une bonne question. Pourquoi le courtage immobilier? Je me suis lancé dans l'immobilier au départ parce que j'ai fait beaucoup d'années en vente. Un petit peu comme toi, j'ai un gros bagage de vente. J'ai commencé comme vendeur en électronique à la base. Mais j'aimais surtout aider les gens. Quand j'ai commencé comme vendeur en électronique, au départ, je me faisais donner des objectifs de vente. Il fallait que j'essaie de vendre. Donc, j'essayais de conseiller les produits plus chers. Puis, j'aimais pas vraiment ça. Arrivé à la fin, j'en arrivais même à plus remplir mes chiffres de commission du tout. Parce que je suis tanné d'être payé à commission à ce niveau-là. Si tu regardes, après ça, j'ai changé comme conseiller en électronique. Donc là, j'étais plus payé à commission. J'étais vraiment payé pour aider les gens. Puis c'est ça que j'ai adoré. Puis quand j'ai appris que tu pouvais devenir courtier immobilier, de représenter des acheteurs, que c'est pas nécessairement eux qui te payent, mais c'est le vendeur, tu retrouves vraiment le côté aider les gens. Puis c'est un petit peu le plus gros achat que tu fais dans une vie, une maison, un condo. En tout cas, l'immobilier, c'est généralement l'investissement d'une vie. Donc, je me suis dit, c'est juste une suite logique des choses. Super. Super. Donc, ensuite de ça, c'est quoi selon toi les avantages et les inconvénients d'être courtier immobilier, justement? Les avantages, tu as beaucoup de temps libre. Non, c'est pas vrai, c'est une joke. Les avantages, en fait, c'est qu'il n'y a pas de limite. Tu peux, si c'est quelqu'un de workaholic comme moi, que tu adores travailler, tu peux travailler 7 jours semaine. Il est 11 h le soir, tu peux faire ta comptabilité. Il est minuit et demi, tu peux répondre à des courriels de tes clients. Puis après ça, ils t'appellent à minuit et demi. Mais mais il n'y a pas vraiment de limite à ce que tu peux faire. Puis c'est toi qui définis tes propres limites. Inconvénient, c'est que tu dépends de plusieurs choses. T'es pas, tu dépends de tes clients. S'il y a une situation qui se passe avec tes clients, c'est hors de ton contrôle. Tu dépends aussi du marché. Tu dépends de... T'es en quelque sorte au contrôle de ton entreprise, mais ton entreprise dépend de beaucoup de choses. Donc, c'est un petit peu ça, là, d'être à la merci des taux d'intérêt, être à la merci des cycles de l'immobilier. C'est un peu ça qui est plus risqué, selon moi. Donc, c'est notre entreprise, mais c'est pas nous qui décide de tout. Là. On se fait un peu bouger. Exactement. Les nouvelles lois. Les fameuses Exactement. lois. Exactement. Super. Ensuite de ça, comment tu trouves le marché immobilier présentement, comparativement à tes 5 autres années de courtage immobilier? En ce moment, à la base, moi, ça fait 5 ans que je suis courtier immobilier. Puis ça fait plus que 5 ans qu'on est dans un marché de vendeurs. Ça fait au moins un bon 6-7 ans en ce moment, en 2024, qu'on est dans un marché de vendeurs. Je dirais que c'est un marché, par contre, qui est très différent. Quand j'ai commencé, c'était un marché de vendeurs, oui, mais il y avait de la place à la négociation. Après ça, le COVID est arrivé, puis la négociation, c'était rendu un mythe. Maintenant, c'était rendu celui qui met le plus cher. Ça s'est calmé un petit peu au fil des années. Le prix des maisons ont monté, n'a pas rebaissé. Mais on est arrivé à un certain point, une année, où est-ce que il y avait quand même un bon équilibre dans l'offre et la demande. Je dirais un petit peu avant le temps des fêtes, l'année passée, en 2023, jusqu'au mois de février à peu près 2024, c'était un marché qui était assez calme. C'est pas calme à vraiment... Équilibré, à vrai on pourrait dire. dire? Ou... Mais oui, un petit peu plus équilibré, où est-ce que tu peux prendre un petit peu plus de temps pour magasiner, pas nécessairement 2 mois, puis faire 2-3 visites, puis négocier, mais tu avais un peu plus de temps. Mais là, février, ça a vraiment reparti à la hausse. Mais dans certaines situations, tu as des marges de négociation.
C'est un marché qui est très bizarre en ce moment. Tu vas avoir des maisons qui vont se vendre avec 15 size off d'achat, ça va partir 100 000 en haut du prix demandé, 60 000 en haut du prix demandé. Puis tu as d'autres maisons que tu vas pouvoir négocier un 15 000. Mais on n'a jamais retrouvé les marchés avant COVID où est-ce que des fois tu peux négocier de 25-30 000. Là, ça, c'est excessivement rare. Mais ouais, je te dirais que c'est un marché qui est en transition. OK. C'est vraiment le marché en ce moment, je le décrirais comme en transition. Là, c'est sûr, on est dans la partie de l'année, avril, mai, juin. On est dans la partie de l'année où est-ce qu'à tous les ans, c'est la période la plus forte. Mais en général, je dirais que c'est un marché de transition. Penses-tu qu'après cette période-là, ça va peut-être se calmer dans quelques mois quand cette période forte-là va être passée? Ça dépend. Si les taux d'intérêt montent, oui. Si les taux d'intérêt baissent, non. Encore une fois, ça remonte à ce que j'ai dit. On est à la merci un peu de tout ça. D'après moi, ça devrait se calmer un petit peu après le mois de juillet parce que ça redescend toujours un petit peu dans ces périodes-là. Ça devrait repartir en septembre comme pas mal à toutes les années. Je pense qu'on en a pour encore un bon 1 an et demi, 2 ans à être dans un marché en feu. OK. Intéressant. Très intéressant. Donc, on passe à la prochaine question. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, qu'est-ce que j'en pense? Ouais. Honnêtement, je suis vraiment d'accord avec toi. C'est sûr qu'on en parle régulièrement. On travaille en équipe, donc on a un petit peu la même façon de penser sur plusieurs points. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'en ce moment, c'est la période forte de l'année, donc c'est sûr que ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup d'acheteurs sur le marché. C'est dur à dire. C'est sûr que les taux d'intérêt, ça va jouer un rôle très, très important là-dedans. Beaucoup de personnes que je connais qui attendent juste que les taux descendent aussi pour se lancer en immobilier. Donc, est-ce que quand les taux vont descendre, le marché va être encore plus fou qu'il y est déjà? Peut-être. Donc, c'est beaucoup de spéculation, mais très, très dur à devenir. Je suis pas mal d'accord avec ce que tu as dit. Okay. Ouais. Parfait. Super. Donc, ensuite de ça, comment on détermine la juste valeur pour le prix de vente d'une propriété? C'est une bonne question parce que ça dépend beaucoup. Ça dépend de quel type de propriété tu parles. Tu parles d'un immeuble commercial, ça va être purement économique, la valeur d'un immeuble. Combien que l'immeuble peut rapporter. Ça, c'est du pur commercial. Là, tu vas faire des calculs de rentabilité, tu vas aller vraiment plus dans les mathématiques immobilières. Si tu prends du résidentiel, tu te bases pas mal sur 2-3 facteurs. C'est sûr que le résidentiel inclut aussi les immeubles à revenus, mais ça c'est comme une catégorie à part. C'est comme un peu un pas entre le commercial et le résidentiel. C'est investissement, mais côté résidentiel, moins de 5 logements. Ça va être un mix des deux. Mais dans du résidentiel brut, comme une maison ou un condo, tu vas vraiment regarder qu'est-ce qui s'est vendu dans le secteur récemment. C'est pour ça qu'on peut travailler dans pas mal n'importe quel secteur. Aujourd'hui, avec nos accès courtiers, tu peux voir l'historique des propriétés dans les 20 dernières années. Donc, admettons que, on va dire, je plonge dans le bain, je m'en vais vendre une maison à Granby. Bien évidemment, moi, mon bureau principal est à Joliette. On a des bureaux à Repentigny, on en a à Saint-Jérôme, on en a pas mal partout, on en a à Montréal. Je peux aller n'importe où au Québec. Mais si je plonge demain matin à Granby, je ne vais pas me présenter chez la personne puis savoir déjà exactement le marché dans les 8 derniers mois. Il y a 42 maisons qui sont vendues. Puis je ne le connaîtrai pas sur le bout de mes doigts. Mais j'ai accès à cette information-là. C'est pour ça que je m'en vais un petit peu partout au Québec. C'est parce que je prends le temps d'aller chercher le marché puis le pouls du marché. Puis je fais des analyses qu'on appelle comparatives de marché. Pour répondre à la question, on fait des analyses comparatives de marché. Je regarde une maison similaire, j'en prends exemple 4-5 qui se sont vendues dans le secteur, qui ont le même nombre de chambres, un terrain similaire. S'ils n'ont pas un terrain similaire ou le nombre de chambres similaire, je vais faire des ajustements, mais je fais des moyennes. Donc là, je vais faire la moyenne de ce qui s'est vendu dans le secteur. Puis après ça, je vais ajouter ou retirer des extras, tout dépendant si elle va dire qu'elle a une piscine, elle non, puis on va ajuster. Sinon, tu peux utiliser des mathématiques aussi pour une maison puis un condo, mais ça a moins d'impact. Là. Tu peux prendre l'évaluation municipale puis appliquer un facteur, exemple 130%, mais tu sais, cette technique-là va avoir raison une fois sur deux. Ouais. Une fois sur deux, tu vas être proche de la valeur réelle, mais jamais dessus. Puis l'autre fois, tu vas être à des kilomètres. Je pense juste à une propriété. Tu regardes Rawdon, admettons. Rawdon va se vendre à peu près à 125-130% de l'évaluation municipale. On a acheté une propriété avec une de mes clientes qu'on a revue récemment. On l'avait acheté, l'évaluation municipale était à 80 000. On l'a acheté 202 000. La technique de l'évaluation municipale ne marche pas. Là.
Donc, c'est un peu ça. Tu regardes l'évaluation municipale, mais pas tant que ça. OK. C'est pour ça que quand les gens te posent la question, ah ouais, mais tu sais, l'évaluation municipale est 100 000 en dessous, ça n'a aucun rapport. Non, c'est ça. Il y a certaines personnes qui pensent que c'est relié, mais... Ça n'a aucun rapport avec la valeur réelle sur le marché. Là. Surtout dépendamment de l'année que ça a été fait. C'est une évaluation municipale de 2020, mais un autre de 2023, ben ça change beaucoup. Là, exact, c'est fait aux 3 ans, ça. Là. Exact. Fait que, si on regarde combien vaut une maison il y a 3 ans versus aujourd'hui, pas mal sûr que ça a changé. Là. Je suis bien d'accord avec ça. Ouais. Super. Donc, ça répond très bien à la question. Ouais. Passer à l'autre tout de suite? Ben, let's go, vas-y. À moins que tu aies quelque chose à rajouter, est-ce que j'ai oublié un facteur d'analyse ou... Non, je suis d'accord avec ce que tu dis. Je peux être intéressant des fois qu'on parle, c'est, tu sais, quand tu as parlé de... Justement, quand il y a une piscine, un garage, on va ajouter le prix avec ça. Des fois, les gens se demandent justement si on fait des travaux extérieurs dans la cour. Tu sais, si on ajoute une piscine creusée, on fait des travaux de terrassement, est-ce que ça va augmenter la valeur de la maison? C'est une autre question des fois que les gens se posent aussi. Oui et non. Surtout piscine. Parce que ça, c'est quand même un point névralgique d'une maison. Là. Est-ce qu'il y a une piscine? Non. Est-ce qu'il y a de la place pour une piscine? Non. Il y a les deux extrêmes. Tu as les gens qui disent si je peux pas mettre une piscine ou s'il n'y en a pas, j'achète pas. Puis tu as les gens qui disent si jamais il y a une piscine creusée, moi, je veux rien savoir. Il y a les deux extrêmes. Il y a des gens qui en veulent simplement pas parce que c'est l'entretien. Il y en a d'autres qui n'aiment pas se baigner ou qui ne veulent pas, qui ont peur de l'eau. Donc, ça peut retirer vraiment beaucoup de valeur pour une personne, comme ça peut en rajouter beaucoup pour un autre. Mais généralement, tu investis $1 dans une piscine, tu ne vas pas retrouver $1 de gain au final. Généralement, c'est plus une dépense qu'un investissement. Donc, il faut regarder s'ils vont vraiment l'utiliser aussi. Là. Bien, une piscine, tu n'achètes pas ça pour investissement. Une piscine, tu achètes ça, à moins que tu sois... que ta job, ce soit d'installer des piscines, puis que c'est ta compagnie, puis que tu es au cost, puis peut-être ça va rajouter de la valeur versus qu'est-ce que tu as investi. Mais sinon, une piscine, c'est pas un investissement. C'est vraiment une dépense. Tu vas regarder investissement si tu refais une salle de bain qui n'est plus du tout au goût du jour, puis tu mets ça au goût du jour. Là, tu vas récupérer plus que l'investissement mis généralement. Même chose pour une cuisine. Mais tu refais ton salon, tu refais ta chambre à coucher. Encore une fois, c'est pas des choses que tu vas retrouver généralement. Mais tu as des travaux généraux que tu peux faire qui vont améliorer. Là. Une bonne peinture, sabler, vernir un plancher, ôter des planchers en linoléum pour mettre au moins du vinyle, les nouvelles planches de vinyle qui ressemblent à imitation bois. Ça va te coûter, ça dépend de la superficie, mais mettons une pièce qui va te coûter comme 600-700$ à faire. Juste pour le coup d'œil, ça se peut que tu gagnes un acheteur à cause de ça. Oui. Ça va-tu rajouter une valeur monétaire précise? Pas nécessairement, mais tu vas trouver un acheteur que tu n'aurais pas trouvé sinon. Ah, super, très intéressant ça. C'est un autre point complètement qui peut aller loin. Là. Ouais, on peut en parler pendant des heures de ça aussi. On peut faire un podcast spécifiquement là-dessus. C'est sûr. Non, il y a plein de choses des fois qui ne coûtent pas très cher comme la peinture puis que ça augmente la valeur de la maison. Il y a d'autres choses qu'on pourrait changer que... Des plaques de Switch. Honnêtement, c'est plein de choses. Tu as des vieilles plaques jaunies par le temps. Là. 99 cents. Ben, là, il y a l'inflation. C'est peut-être rendu 1,20. Mais 1,20, tu t'en vas chercher ça. Là, c'est tout blanc, c'est beau. Écoute, c'est ridicule. Là. Honnêtement, moi, j'ai vendu une propriété. J'avais une maison qu'on a rénovée puis qu'on a vendue par la suite. Moi, j'ai été chez Home Depot puis j'ai acheté pour 80$ de plaques de Switch puis des Switch puis name it. Là. C'est vraiment de quoi qui est pas cher puis qui va changer le coup d'œil. C'est un tout, la maison. Là. C'est pas dire change X puis ça va tout changer la maison. C'est vraiment un portrait global. Non, là. mais la première impression est importante aussi. Exactement. C'est quand tu arrives dans la propriété, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que ça a l'air propre? Ça a l'air vieux? Ça a l'air... C'est quoi la première chose que tu fais quand tu rentres dans une propriété? T'allumes la lumière? Ouais. Effectivement. Direct. En partant. Ben, t'ouvres la porte, là, fait qu'il faut que la poignée soit belle, mais tu comprends ce que je veux dire. T'ouvres la lumière. Fait que, si t'arrives, t'ouvres la lumière, puis c'est tout jaune, mais tu veux pas, c'est ton subconscient, tu vas pas faire la plaque est jaune, j'achète pas. Mais veux pas, tu pars avec une strike. Là. Mm-hmm. Ouais, c'est dans le subconscient. Ouais. C'est tout des petits détails. Hein? Mm-hmm. Super. Donc, on va passer à la prochaine question. Quels sont les défis actuels auxquels sont confrontés les acheteurs ou les vendeurs sur le marché immobilier? Défi pour les vendeurs. On va commencer par ça parce que c'est un petit peu plus difficile à répondre. Ouais. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de défis pour les vendeurs en ce moment. Là. Ça dépend à moins que tu sois à Saint-Loin, là, que personne veut acheter dans ces coins-là, là, que tu sois très isolé. Là, c'est un petit peu plus dur de vendre. Mais si tu es dans un quartier qui est recherché,
tu mets ta propriété en vente, puis c'est l'affaire avec ketchup, là, c'est vendu assez vite. Je te dirais que le défi pour les vendeurs, c'est de cibler le bon prix. Parce que les gens pensent souvent, quand je vais les rencontrer, qu'on est encore dans le marché du COVID où est-ce que tu affiches à n'importe quel prix puis tu vends quand même en haut. J'ai vu des propriétés dans le temps du COVID que en temps réel, ça aurait valu peut-être 275 000 puis il était affiché 350 puis ça se vendait quand même 360. Puis moi, j'y allais là avec mes clients, j'étais comme achète pas ça, là, tu vas jamais voir la couleur de ton argent. Là. Non seulement ça, mais il y a des problèmes. Puis, dans ce temps-là, les gens vendaient n'importe quel prix, mais en ce moment, si tu vises trop haut, tu n'auras pas de visite. Si tu n'as pas de visite, tu ne vends pas. Si ça ne se vend pas après 3-4 semaines, les gens se posent des questions en ce moment. Mm-hmm. Donc, c'est de cibler le bon prix. Si tu cibles trop bas, ben là, tu te retrouves dans le marché du COVID. Là, tu vas avoir 45 visites en 2 jours, tu vas avoir 17 offres d'achat. Puis, honnêtement, c'est pas tant le fun. Tandis que si tu fixes le bon prix tout de suite, ça ne sert à rien d'afficher 50 000 en plus bas pour vendre 50 000 plus cher. Là. C'est un risque que tu prends inutilement. Parce que si, admettons, finalement, tu n'attires pas autant d'acheteurs que tu le pensais, puis que tu n'as pas mis le bon prix, mais tu peux pas dire finalement, on va augmenter le prix de 50 000. Ça fait stupide. Tandis que si tu le mets au bon prix dès le départ, mais que tu n'as pas d'acheteurs la première fin de semaine, tu peux attendre une semaine ou deux, puis après ça, voir et ajuster. T'es mieux de viser le prix exact que d'essayer de faire mousser puis de créer une surenchère, parce qu'après ça, on n'est pas censé faire ça. Là. On est censé conseiller le juste prix pour une propriété, là, avec nos analyses de marché qu'on parlait tantôt. Ouais, super. Fait que ça, c'est côté vendeur. C'est quoi le défi pour un acheteur? Il y en a beaucoup. Hein? Juste notre cher caméraman pourrait nous en parler. Là. Il y a des défis pour les acheteurs. C'est un moment encore où est-ce que c'est difficile d'acheter. On est encore dans un marché de vendeurs. C'est de ne pas perdre patience. C'est le plus gros défi que les acheteurs ont à passer par-dessus depuis les 4-5 dernières années. Il faut rester patient. J'ai eu des acheteurs avec qui que j'ai magasiné qui étaient des acheteurs sérieux, qu'on déposait des offres puis qu'on allait de l'avant. J'ai eu à magasiner des fois pendant 2 mois, 3 mois, qu'à toutes les fins de semaine, on s'en va visiter, on dépose un offre, ça marche pas. On s'en va visiter, on dépose un offre, ça marche pas. Mais tu sais, c'est pas de dire, bon, mais je suis tanné, puis après ça, d'aller faire un offre 55 000 en haut, puis là, d'être déçu de ton achat. Ça sert à rien, mais comme juste de pas le prendre personnel. Puis oui, on s'attache à une propriété, mais tant que tu n'as pas un offre accepté, fais-toi pas de faux espoirs. Rédige un offre avec laquelle tu es à l'aise. Moi, j'ai toujours dit la même chose à tous mes acheteurs, puis il y en a beaucoup qui vont sourire si c'est des anciens acheteurs qui m'écoutent. Il faut que tu fasses un offre avec laquelle tu es à l'aise. Si tu rédiges ton offre, puis tu dis « Ah, j'ai mis 5 000 de trop », puis que si tu l'as, tu dis « Ouais, je suis content, mais j'aurais pas mis ce 5 000-là à avoir su », mets 5 000 de moins, puis au pire, tu risques de ne pas l'avoir, mais tu ne seras pas déçu à long terme. Versus que si tu dis « Oh my God, j'aurais le goût de mettre 5 000 de plus, mais je vais être un petit peu plus logique, puis je ne vais pas le mettre. » Puis après ça, tu l'as, puis tu te dis « Ah merde, j'aurais dû mettre le 5 000 de plus. » T'es mieux de le mettre. Il faut vraiment que tu sois à l'aise avec ton offre. C'est dur à gager, puis c'est facile à dire. Hein. Tu dis, le chiffre magique, ta lame, c'est ça, mais des fois, prends le temps d'y penser. On est rarement seul à acheter. Là. Tu consultes avec ton conjoint, ta conjointe, puis tu dis, regarde, OK, ben c'est quel montant qu'on est à l'aise. Puis une fois que tu as choisi ton prix, en anglais, stick to it, là, reste-y parce que c'est stressant à acheter. Là. Non, c'est clair. Fait que de pas trop écouter ses émotions, de vraiment y aller plus avec la logique, puis de pas perdre patience. C'est stressant, surtout dans un marché quand il y a de la surenchère. Quand on est avec 2-3 offres, là, on ne pourra jamais savoir c'est quoi le montant des autres offres. Jusqu'à temps que ça soit vendu. Tant que ça soit vendu. Exact. C'est ça que je réponds tout le temps. Parce que c'est la question qui revient quand tu dis malheureusement, on a déposé un offre, mais c'est pas accepté. L'autre était à combien? On ne le sait pas tant que c'est pas vendu. Quand c'est vendu, nous, on est capable de le voir dans notre système. On voit le prix qui a été vendu. Puis c'est ça. C'est de rester patient. Puis au final, tu le vois, le prix qui s'est vendu, mais seulement après coup. Là. Super. Parfait. Donc, je sais que tu as fait un podcast récemment sur l'inspection en bâtiment avec un inspecteur, justement. Exact. La question est un peu reliée à ça. Okay. Est-ce qu'une inspection pré-achat est obligatoire? Puis elle sert à quoi, en fait? Non, elle n'est pas obligatoire. Selon moi, malheureusement, c'est un point qui devrait quand même être, selon moi, obligatoire pour la protection de tout le monde. Parce que un recours en vice caché, tu ne l'auras pas tout le temps nécessairement si c'est vendu sans garantie légale. C'est une bonne question. Mais oui, je pense que ça devrait être obligatoire. Je sais que ce n'est pas la question, mais ce n'est pas obligatoire parce que tu as dans la promesse d'achat une section qui est la section 8.1 pour l'inspection en bâtiment que tu peux soit donner un délai d'inspection
cocher comme... Si c'est un condo, tu peux cocher comme quoi disant que tu vas juste inspecter la partie privative. Ou sinon, tu as comme la 3e case dans le cas d'un condo ou la 2e case dans le cas d'un achat de maison qui est je renonce à l'inspection. Que je déconseille très fortement de cocher puis d'initialer parce que tu veux faire inspecter un immeuble. C'est un achat, puis j'en parlais aussi dans le podcast d'inspection en bâtiment, mais j'en ai aussi parlé dans le podcast avec la notaire. C'est hyper important d'inspecter une propriété parce que c'est un des investissements les plus importants que tu vas faire dans ta vie. Tu achètes un auto usagé de 15 000 $, tu vas arrêter au garagiste et tu vas la faire inspecter pour être sûr qu'il n'y a pas des problèmes en ce moment avec l'auto. Pourquoi tu ne ferais pas la même affaire avec une maison à 300, 400... 500 000 en montant. Là. C'est plus rare qu'il n'y ait pas d'inspection des maisons en haut de 500 000 là, parce que généralement, les gens sont un petit peu plus diligents à ce niveau-là. Mais des fois, dans le marché où est-ce que c'est hyper tendu, où est-ce qu'il y a trop de gens qui veulent la même maison, ça va arriver. Des gens vont dire, regarde, moi, je vais maximiser mes chances, je ne vais pas mettre d'inspection, mais l'inspection protège tout le monde. Parce que tout ce qui est décelé dans une inspection, on ne peut pas revenir là-dessus dans le futur. T'sais, si l'inspection dit qu'il y a une fissure de fondation là, tu peux pas revenir après avoir acheté et poursuivre le vendeur pour dire il y avait une fissure de fondation. Oui, mais tu étais au courant. Puis, à l'inverse, ça protège le vendeur à ce niveau-là, mais toi aussi, si tu le sais maintenant qu'il y a une fissure de fondation là, ben, tu le sais. Parce que des fois, la fissure de fondation va être d'un côté de la maison ce que tu ne vas jamais. À part pour passer à la tondeuse, puis ça, c'est encore drôle. Des fois, les gens laissent ça pousser, ça, c'est où. Mais ça va être à une place où tu le sais pas nécessairement. Puis là, avec le temps, gèle, dégèle, la fissure prend de l'ampleur, puis là, ça rentre à l'intérieur, puis là, tu pleures. Là, là c'est grave. Là. Fait que c'est de voir les problèmes d'avance, puis de les prévenir plutôt que de les guérir. Réparer une fissure, c'est pas cher. Ben, c'est pas cher. C'est pas donné, là, fissure, puis... Mais par contre, réparer une fissure suite à une infiltration d'eau, on l'a vu récemment dans un dossier, c'est plus grave. Là, parce que là, la fissure est plus grosse, ça va plus bas, il faut excaver, il faut vraiment remplir la fissure, il faut mettre un plaster dessus, il faut réparer à l'intérieur, changer le gyp, changer le plancher, puis c'est gros. Là. Une fois que c'est rentré à l'intérieur, c'est gros, mais si tu l'as prévenu d'avance avec l'inspection en bâtiment, tu es protégé. C'est ça, super. Puis l'inspection en bâtiment, on peut-tu sortir d'une promesse d'achat avec ça? S'il y a des problèmes majeurs. C'est ça, tout dépend en fait du problème. Parce que des problèmes mineurs, on ne peut pas sortir d'une promesse d'achat à cause de ça. Non, tu ne peux pas sortir pour rien d'une promesse d'achat. Tu ne peux pas juste dire je fais inspecter puis finalement, j'aime pas la couleur du plancher. Non, c'est ça. Ça ne marche pas de même. Puis un plancher qui est magané, toutes les choses qui sont visuelles que tu ne savais pas. Le vendeur pourrait prendre la décision de te poursuivre par la suite parce que tu as utilisé un faux motif pour te retirer d'une promesse d'achat. Pas une promesse d'achat, c'est un contrat. Par contre, s'il y a des problèmes majeurs qui entraînent des coûts élevés, là, oui, évidemment, tu peux te retirer d'une promesse d'achat à cause de ça. Là. Une toiture qui est complètement à refaire puis tu l'ignorais, c'est des milliers et des milliers de dollars. Là, ça, oui, évidemment, c'est un problème qui est assez majeur, mais toutes les plaques de switch ont craqué. C'est ça. Non, des fois, c'est aussi quelque chose qui est subjectif. Qu'est-ce qui est majeur pour une personne peut peut-être l'être pas pour quelqu'un d'autre. Donc, ça doit être quantifiable. OK. Ça doit être quantifiable. Puis, il n'y a pas un montant X. C'est pas un tel pourcentage de la propriété, mais il faut que ça soit dans le raisonnable. Okay. Si une personne raisonnable se retirait pour cette raison-là, il n'y a pas de honte à se retirer. Là. Mais si jamais c'est des niaiseries, des panatilles. Il y a aussi la jurisprudence exact. À ce niveau-là. Là. Il y a eu des jugements à ce niveau-là assez récemment au niveau de la propriété. Là. Je trouve ça drôle, il y a eu un jugement assez récemment qui est, quand j'ai commencé comme courtier immobilier, j'étais avec une autre équipe. J'avais été approché par une autre équipe, j'avais travaillé avec une autre équipe. Puis j'ai lu une jurisprudence récemment, parce qu'on dit on se forme tout le temps, puis on se renseigne tout le temps. J'ai lu récemment une jurisprudence sur une personne qui s'est retirée après inspection. Puis j'ai fait le saut parce que le nom de la courtière, c'était mon ancienne équipe. Puis c'était dans le temps où est-ce que je venais juste de partir. Fait que j'ai failli voir ce dossier-là, mais je ne l'ai pas vu. J'aurais peut-être été à court. Puis mais oui, il y a de la jurisprudence à ce niveau-là. Là. Y a-t-il un moment dans ta carrière où tu as fait preuve de créativité pour conclure une transaction? Oui. As-tu une idée, un exemple qui te vient en tête? Des fois, il a fallu que je fasse des choses assez créatives pour rassurer les parties. Au niveau des droits de passage, il a fallu que je fasse des recherches de titres. Je me suis improvisé notaire, si on veut, là, pour aller chercher les informations puis pouvoir les donner. Mais quand je fais des choses comme ça, je dis toujours, regarde, je te donne l'information, mais c'est toujours à valider avec un notaire
ou avec un avocat parce que j'ai pas les titres pour faire ça, mais je peux commencer à donner une piste de réflexion. Fait que des fois, trouver des solutions assez originales comme ça. Sinon, écoute, il y en a une que j'ai été très originale. Je suis rentré par effraction. Je suis rentré par effraction dans une propriété pour visiter. J'explique. On avait l'autorisation d'aller visiter. Là. Je suis pas juste j'ai vu une pancarte à vendre puis j'ai pété la vitre puis je suis rentré. Là. C'est pas ça qui est arrivé, mais on avait une visite de prévue avec une acheteuse. Puis la courtière m'a dit le numéro de la boîte à clé, où est-ce qu'on peut prendre la clé pour rentrer, c'est le 1, 2, 3, 4, admettons. Puis là, j'arrive sur place, c'est bien beau, j'ai le code 1, 2, 3, 4, parfait. Je regarde l'entrée, il n'y a pas de boîte à clé. Je regarde la clôture, il n'y a pas de boîte à clé. Je fais le tour du bâtiment 7 fois, il n'y a juste pas de boîte à clé. Là. Fait que là, je suis comme, bon, on est loin, on est dans le bois. J'essaie d'appeler la courtière, le réseau ne rentre pas, je m'en vais plus loin dans le chemin, j'essaie de l'appeler, elle ne répond pas. Je suis comme, bon, OK, qu'est-ce que je fais? Fait que là, je fais le tour de la propriété une couple de fois, puis là, je spot à côté de l'entrée, il y a une fenêtre qui est comme semi-ouverte. Puis là, je suis comme, OK, je vais regarder. Puis là, la fenêtre était comme un peu jammée. Fait que là, j'essaie l'autre qui était fermée, j'essaie de l'ouvrir, elle l'ouvre. OK? Fait que là, j'ouvre la fenêtre, j'escalade, je passe par la fenêtre. Là, j'ai été débarré la porte de l'intérieur. Fait que, originalité, j'ai déjà fait une visite en entrant par effraction dans une propriété. Ouais. Je m'attendais pas à ça. C'est assez comique. Quand même. C'est arrivé une fois. C'est pas arrivé depuis. Une première. Ah, exact. On va espérer pas trop revoir ça souvent. Pas trop souvent. Là. Assez flexible, mais une chance qu'elle était pas trop haute. Là. Super. Ouais. Donc, ça répond assez bien à la question, je pense. Assez créatif. Assez créatif. Oh my God, OK. Donc, une dernière petite question, je dirais, pourquoi l'équipe Anthony Cloutier? Pourquoi faire affaire ou pourquoi j'ai lancé ça? Pourquoi tu as lancé ça de base? Pourquoi tu as voulu être en équipe? À la base, il y a une raison qui est très gestion de temps, si on veut, à l'équipe, parce que, on en parle depuis tantôt, le courtier immobilier est à la merci du marché, mais en même temps, des fois, tu veux prendre plus de clients, aider plus de gens possible, mais tu as juste 24 heures dans une journée. Fait que souvent, les visites, tu le disais tantôt, vont être la fin de semaine. Tu peux pas te splitter en deux pour aller à Saint-Jean-de-Mata en même temps d'être à Saint-Jérôme. Fait qu'il y a ce côté logistique du temps-là qui te permet d'aider plus de personnes en même temps puis qui te permet vraiment d'être plus là pour tes clients. Puis moi, c'est surtout ça. Ça devrait toujours un meilleur service à mes clients. Puis la force d'une équipe, c'est un peu ça. De pouvoir servir les gens de la meilleure des façons parce que tu peux les accompagner de manière plus... comment je dirais, d'être plus sharp dans le temps, d'offrir plus de plages de disponibilité. Plus présent. Exactement. Puis aussi le côté, des fois, tu vas aborder un problème d'un côté, d'un point de vue, puis une autre personne va l'aborder d'un autre point de vue. Quand tu es deux personnes, tu peux faire en sorte que ces deux points de vue-là s'entrechoquent. Puis, des fois, il y en a une personne qui a raison. Des fois, c'est un petit peu un consensus des deux. Fait que d'être en équipe, des fois, c'est d'avoir un autre point de vue sur une même situation qui va offrir plus de perspectives pour nos acheteurs, pour nos vendeurs. Puis, la façon qu'on fonctionne au niveau des acheteurs, des vendeurs, des fois, ils vont te voir toi, des fois, ils vont me voir moi. Mon objectif avec l'équipe Anthony Cloutier, c'est que dans les prochaines années, on soit plus que juste deux, évidemment. Là, pour l'instant, on est deux, mais mon objectif, c'est qu'on soit 3, 4, 5, qu'on ait une belle grande équipe pour que, si, exemple, moi, je suis en inspection en bâtiment, je ne vais pas répondre au téléphone. C'est la même raison que si je suis avec un client, il n'aimera pas que je réponde dans toutes les 2 secondes. Même principe, si je ne te réponds pas au téléphone, c'est parce que je suis occupé, il peut t'appeler toi. Mm-hmm. Si on a Pierre Jean-Jacques avec nous dans 2-3 ans, il peut appeler Pierre Jean-Jacques. Fait que c'est un peu cette logique-là de mieux servir les clients, de mieux gérer le temps, puis d'offrir plusieurs points de vue sur une même situation qui va offrir, selon moi, un meilleur service. Donc, améliorer l'expérience client. Pour être fidèle, sinon, à tes habitudes de podcast, je pense qu'on finirait peut-être avec une petite question mystère, question surprise. OK. Donc, si tu pouvais retourner dans le temps, à n'importe quelle époque, à quelle époque tu retournerais et pourquoi? À quelle époque je retournerais et pourquoi? Aïe, aïe, aïe! Par rapport avec la carrière, là, juste la vie en général. Dans la vie en général. Y a-t-il une époque vie en qui... général. Ça n'est très mélodramatique. Je retournerais à une époque où j'ai perdu des gens chers pour passer un dernier moment avec eux. Parce que je suis le genre de personne qui va prendre la vie comme qu'elle vient, puis j'aime toutes les erreurs que j'ai faites.
parce qu'ils m'ont amené où ce que je suis. Fait que je dirais pas, je retourner à tel moment pour pas faire cette erreur-là. Je l'ai faite, puis ça a amené ce que je suis aujourd'hui, puis j'adore. Ma vie est incroyable. J'ai rien à dire. Puis même les moments difficiles, c'est ça qui te permet de devenir plus fort. Fait que je retournerai pas dans le passé pour changer quelque chose, mais je retournerai dans le passé pour vivre des moments avec des gens que j'ai plus la chance aujourd'hui. Super. Super, très intéressant. Très deep. Très, très deep. On finit ça très deep. Ben écoute, merci d'avoir répondu à toutes mes questions, Anthony. Oui, merci à toi de me les avoir posées. Fait que là, étant donné que c'est moi l'invité, j'imagine que je vais me présenter en premier à la caméra. Je vais te laisser te présenter en premier. Si vous voulez me contacter, Anthony Cloutier, numéro de téléphone 514-742-1396. Sinon, vous pouvez me rejoindre sur Facebook, TikTok, Instagram, Spotify pour le podcast ou mon site web pour toutes les propriétés, acloutier.ca. Et pour toi? Pour moi, Charles-Antoine Latour, je suis présent aussi sur Facebook, Instagram, TikTok, pareil. Vous pouvez me rejoindre au 514-978-2033. J'ai bugué là-dessus. Tu veux commencer celle-là? J'ai voice crack. 514-978-2033. J'ai 514-978-2033. Et puis sinon, mon adresse courriel qui est le clatour@commercialsutton.com. Super. Ben écoute, merci Charles-Antoine. Donc, on se reparle très prochainement, peut-être dans un autre podcast pour parler d'autres sujets en immobilier. Super. Merci Anthony. À la prochaine. À la prochaine.